Elle a chanté en 8 langues, conquis des continents, et captivé des millions de cœurs avec une voix mêlant nostalgie et puissance. À 22 ans, Vicky Leandro se tenait sous les projecteurs de l'Eurovision 1972, remportant la victoire pour le Luxembourg avec Après toi, une ballade qui résonne encore comme un hymne intemporel. Ses disques se vendaient par millions, son visage illuminait les écrans de télévision à travers l'Europe, et son nom incarnait la passion, l'élégance et une ambition sans frontières. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une femme aux prises avec des attentes écrasantes, un isolement croissant et une quête d'identité personnelle étouffée par la célébrité. Au fil des décennies, les applaudissements se sont estompés, tout comme son sourire. À l'approche de ses 76 ans, en 2025, Vicky Leandro vit dans l'ombre, marquée par la maladie, le chagrin et un silence choisi. Que s'est-il passé avec cette étoile des années 70? Comment une victoire européenne a-t-elle pu mener à une perte si personnelle? Voici l'histoire de Vicky Leandro, une femme dont la voix a uni des cultures, mais dont la vie révèle le coût de la perfection. Une enfance sous l'égide de la musique. Née Vasiliki Papatanasiou le 23 août 1949 dans le village pittoresque de Paleokastritsa, sur l'île grecque de Corfou, Vicky Leandro grandit dans un monde où la musique et l'ambition sont indissociables. Son père, Léo Leandro, né Léonidas Papatanasiou, est un compositeur, arrangeur et producteur visionnaire, mais aussi un père exigeant. Dès son plus jeune âge, il voit en Vicky non seulement une fille, mais un prodige destiné à briller. Il ne m'a jamais traité comme une enfant, confiera-t-elle dans une interview en 2010. Il voyait en moi une mission. Dès l'âge de 5 ans, Léo guide sa voix, l'entraînant à maîtriser des mélodies complexes et à développer un timbre riche, empreint d'émotion. À la fin des années 1950, face aux troubles politiques et aux difficultés économiques en Grèce, la famille s'installe en Allemagne de l'Ouest, à Hambourg. Pour Vicky, alors âgée de 8 ans, c'est un déracinement brutal, une nouvelle langue, une culture étrangère, un climat rigoureux. Mais au lieu de jouer ou d'explorer cette nouvelle vie, elle passe ses journées en studio ou en cours de chant. Léo, adoptant le nom de scène Leandro, impose une discipline rigoureuse. Il n'y avait pas de place pour l'enfance, dira Vicky. Les week-ends sont consacrés à des répétitions, les vacances à des enregistrements. À 12 ans, elle maîtrise déjà l'allemand, le grec et le français, une polyvalence qui deviendra sa signature. À 15 ans, en 1964, Vicky sort son premier single, Messe, Gabel, Cher, Licht, une chanson en allemand qui révèle sa profondeur émotionnelle. Le titre, inspiré d'une comptine sur la prudence, est symbolique. Il reflète une vie où chaque pas est calculé, chaque note répétée jusqu'à la perfection. L'année suivante, son premier album, Song und Lieder, la propulse comme une artiste à part entière, loin de l'ombre de son père. Sa capacité à chanter en plusieurs langues allemand, grec, français, anglais, italien, néerlandais, espagnol et japonais, et la distingue dans une Europe encore fracturée par l'après-guerre. En France, elle émeut avec des chansons comme L'amour est bleu, 1967, qui devient un succès mondial. Au Japon, elle grimpe dans les classements. En Allemagne, elle est une habituée des plateaux télévisés. À 18 ans, Vicky Leandro n'est plus seulement la fille de Léo. Elle est une étoile montante, une voix qui transcende les frontières. L'apogée de 1972, la victoire à l'Eurovision. En 1972, à 22 ans, Vicky atteint le sommet de sa carrière. Représentant le Luxembourg à l'Eurovision, elle interprète Après toi, une ballade composée par son père et Mario Pana, avec des paroles de Yves Desca. La chanson, qui raconte le désespoir d'une femme après une rupture, est livrée avec une intensité déchirante. Sa voix, à la fois vulnérable et puissante, touche des millions de spectateurs. Avec 128 points, elle remporte le concours, devançant l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Après toi devient un phénomène, se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires et traduit en 15 langues, dont comme What Me en anglais et Ato no Kwa en japonais. C'était comme si l'Europe entière chantait avec moi, dira-t-elle. Mais la victoire a un revers. La célébrité devient une tornade. Tournée mondiale, interviews quotidiennes, émissions télévisées, conférences de presse. Vicky, à peine sortie de l'adolescence, est submergée. Je devais sourire, chanter, être parfaite, peu importe ce que je ressentais, confiera-t-elle dans une interview à Der Spiegel en 2015. Léo, toujours présent, intensifie son contrôle. Chaque performance est scrutée, chaque tenue approuvée, chaque mot pesé. Il voulait que je sois une déesse, dira-t-elle, mais j'étais juste une fille. Cette pression étouffe ses aspirations personnelles. Les amitiés sont rares, les amours inexistants. Je répétais pendant que mes amis faisaient la fête, se souviendra-t-elle. La perfection, exigée par son père et par le public, devient une prison dorée. Une vie personnelle sous tension. En 1980, à 31 ans, Vicky cherche un ancrage loin des projecteurs. Elle épouse Ivan Ziziadi, un entrepreneur grec dans le secteur maritime et immobilier. La même année, elle donne naissance à leur fils,
Léo, nommé en hommage à son père. Ce mariage, célébré en privé, semble offrir une stabilité nouvelle. Je voulais une vie normale, dira-t-elle. Mais la réalité est plus complexe. Les tournées incessantes, les attentes médiatiques et la discipline héritée de son père laissent peu de place à une vie conjugale. Vicky jongle entre son rôle de mère, d'épouse et d'artiste, mais les tensions s'accumulent. On attendait de moi que je sois tout à la fois, confiera-t-elle. En 1983, après 3 ans, le couple divorce. Bien que discret, cet échec la marque profondément. C'était comme si j'avais échoué là où je voulais le plus réussir, avouera-t-elle dans une rare confidence. Vicky reste dévouée à son fils, Léo, l'élevant avec soin malgré un emploi du temps chargé. En 1986, elle épouse Enno von Ruffin, un aristocrate allemand et propriétaire du domaine de Gut-Bastorst, dans le Schleswig-Holstein. Ce mariage semble offrir une stabilité différente. Enno, passionné d'art, soutient sa carrière sans chercher à la contrôler. Ensemble, ils ont 2 filles, Milana et Sandra, cette dernière devenant actrice. Gut-Bastorst devient un refuge, un lieu où Vicky peut échapper à la frénésie de la célébrité. Elle y organise des concerts, des marchés de Noël et des événements culturels, tout en se consacrant à ses enfants. C'était ma maison, mon sanctuaire, dira-t-elle. Mais même ce havre de paix ne résiste pas aux blessures du passé. En 2005, après près de 20 ans, Vicky et Enno se séparent. Les raisons restent privées, mais des proches évoquent les cicatrices émotionnelles de Vicky, son perfectionnisme, sa peur de perdre le contrôle, sa solitude intérieure. Elle portait un poids que personne ne voyait, dira un ami. En 2012, Vicky quitte Gut-Bastorst pour s'installer à Hambourg, dans un appartement discret. Ce départ marque un tournant. Elle abandonne le rêve d'une vie familiale stable pour embrasser une solitude choisie. Ses enfants, désormais adultes, suivent leur propre chemin. Sa musique devient plus introspective, avec des chansons comme Verloren Paradis et Ich hab dich lieb Joséan, empreintes de nostalgie et de réflexion sur la mortalité. Je ne chantais plus pour le monde, dira-t-elle. Je chantais pour comprendre qui j'étais. Une voix qui tremble, les luttes de la santé. À la fin des années 2000, les fans commencent à remarquer un changement. La voix de Vicky, autrefois cristalline, montre des signes de fragilité. Les notes aiguës, jadis fluides, tremblent légèrement. Certains concerts sont écourtés, d'autres annulés à la dernière minute. En privé, Vicky lutte contre des problèmes de santé chroniques. Après des décennies de tournées épuisantes, elle souffre d'insomnie, de douleurs articulaires et d'une fatigue persistante. Des rumeurs, jamais confirmées, évoquent une maladie auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. Mon corps ne suivait plus ma volonté, confiera-t-elle à un proche. Sa présence scénique, autrefois gracieuse, devient laborieuse, ses mouvements limités par la douleur. Ses défis physiques s'accompagnent de luttes mentales. Vicky commence à souffrir de crises de panique sévères, parfois juste avant de monter sur scène. Je me tenais derrière le rideau, incapable de respirer, décrira-t-elle. Une fois, lors d'une répétition en 2010, elle quitte le plateau en larmes, murmurant « Je n'entends plus la musique ». Ces moments, rares mais dévastateurs, révèlent un épuisement émotionnel accumulé depuis l'enfance. La perfection, qui a défini sa carrière, devient une source d'angoisse. J'avais peur de ne plus être à la hauteur, avouera-t-elle. Elle se tourne vers le yoga, la méditation et de longues marches, mais ces pratiques ne suffisent pas à apaiser les tempêtes intérieures. En 2011, lors d'une interview télévisée allemande, Vicky apparaît transformée. Vêtue d'un chemisier pastel, sans maquillage ostentatoire, elle parle lentement, avec une vulnérabilité nouvelle. « Je ne cours plus après les applaudissements », déclare-t-elle. « Je cours après la paix. » Ces mots, simples mais puissants, marquent une rupture. Pour la première fois, elle admet que la célébrité ne l'a pas comblée. Ses performances deviennent plus rares, souvent limitées à des galas caritatifs ou des lectures de poèmes. Quand elle chante, c'est avec une sobriété méditative, loin du théâtralisme de ses jeunes années. C'était comme si elle chantait pour elle-même, dira un fan. Une incursion politique, un rêve inachevé. En 2006, Vicky surprend en s'aventurant dans la politique. En Allemagne, l'Union chrétienne-démocrate, CDU, lui propose un poste de sénatrice à la culture dans un cabinet fantôme à Berlin. L'idée divise. Certains saluent son engagement artistique, d'autres doutent de ses compétences politiques. Vicky décline, invoquant ses engagements musicaux, mais cette proposition réveille un désir de servir. La même année, elle se présente aux élections municipales au Pirée, en Grèce, sous l'étiquette du parti de centre-gauche PASOK. Élue conseillère municipale, elle devient adjointe au maire, chargée de la culture et des relations internationales. Pendant 2 ans, elle promeut les arts locaux et le tourisme, mais se heurte à la bureaucratie et au scepticisme. En 2008, épuisée, elle démissionne. « Je voulais changer les choses, mais j'ai appris que la politique est plus lente que la musique », dira-t-elle. En 2014,
un événement dévastateur vient bouleverser l'univers de Vicky Leandro, marquant un tournant irréversible dans sa vie personnelle et artistique. La mort de son père, Léo Leandro. Cet homme, bien plus qu'un simple parent, a été l'architecte de sa carrière, le pilier central d'une existence consacrée à la musique. Léo était à la fois son guide éclairé, son mentor exigeant et, parfois, dans les moments les plus complexes de leur relation, une figure presque autoritaire, un geôlier bienveillant dont l'influence omniprésente a façonné chaque étape de son parcours. Il était ma boussole, confiera Vicky dans une interview empreinte d'une douleur encore vive, des années après sa disparition. Ces mots simples, prononcés avec une émotion contenue, résument l'ampleur du rôle qu'il a joué dans sa vie. Il était celui qui donnait un sens à ses pas, qui orientait ses choix, qui transformait ses rêves en réalité tangible. Sa mort, survenue brutalement en 2014, laisse derrière elle un vide immense, un gouffre émotionnel que Vicky semble incapable de combler, malgré sa résilience légendaire. La perte de Léo n'est pas seulement celle d'un père, mais celle d'une présence fondamentale qui a défini l'essence même de Vicky en tant qu'artiste. Dès ses débuts, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille aux ambitions naissantes, Léo a cru en elle avec une ferveur presque prophétique. C'est lui qui l'a poussée à monter sur scène, qui a négocié ses premiers contrats, qui a orchestré ses tournées internationales et veillé à ce que sa voix, unique et envoûtante, touche des millions de cœurs à travers le monde. Mais son influence ne se limitait pas à la logistique ou à la stratégie. Il était l'âme derrière chaque note, chaque performance, celui qui insufflait à Vicky la confiance nécessaire pour affronter les foules et les projecteurs. Pourtant, cette relation, si profonde soit-elle, n'était pas exempte de tension. Léo, avec sa vision inflexible et son ambition dévorante pour sa fille, imposait parfois des contraintes qui pesaient lourd sur Vicky, la privant d'une liberté qu'elle n'a jamais pleinement réclamée. Cette dualité, amour inconditionnel mêlé d'une autorité presque écrasante, rend sa disparition d'autant plus déchirante, car elle laisse Vicky aux prises avec des sentiments ambivalents, une gratitude infinie pour tout ce qu'il lui a offert, mais aussi un regret diffus pour les moments où elle aurait voulu s'émanciper de son emprise. Dans les mois et les années qui suivent la mort de Léo, Vicky traverse une période de profonde introspection, marquée par un retrait progressif de la scène publique. Les interviews qu'elle accorde deviennent plus rares, et lorsqu'elle s'exprime, ses propos se teintent d'une nostalgie poignante. Elle parle moins de ses projets futurs, de nouvelles chansons ou de grandes tournées, et davantage des souvenirs qui la relient à son père. Elle évoque les moments passés ensemble dans les coulisses des théâtres, les longues discussions sur la musique, les instants de complicité où Léo, derrière son apparence sévère, laissait transparaître une tendresse discrète. Sans lui, la scène semblait froide, confiera-t-elle lors d'une entrevue télévisée, sa voix tremblante révélant l'ampleur de sa perte. Cette phrase, lourde de sens, traduit une réalité nouvelle. Pour Vicky, chanter n'est plus seulement un acte de performance, mais une confrontation avec l'absence, un rappel constant que l'homme qui a donné un sens à sa carrière n'est plus là pour applaudir depuis les coulisses. Ce deuil transforme également sa présence sur scène. Les grandes tournées internationales, qui autrefois faisaient vibrer des stades entiers, cèdent la place à des performances plus rares, souvent dans des lieux plus intimes, des théâtres chaleureux, des salles de concert à échelle humaine, ou des galas caritatifs où Vicky peut se reconnecter avec son public d'une manière plus personnelle. Ces apparitions, bien que moins fréquentes, sont empreintes d'une intensité émotionnelle nouvelle. Sa voix, toujours puissante mais marquée par le passage du temps, porte désormais une lourdeur, une gravité qui transcende les mélodies. Les notes qu'elle chante semblent chargées d'une tristesse qu'elle ne cherche plus à dissimuler, comme si chaque chanson était une lettre adressée à son père, une tentative de combler le vide qu'il a laissé. Les spectateurs, sensibles à cette vulnérabilité, décrivent une Vicky différente, plus introspective, moins encline à la légèreté qui caractérisait parfois ses performances d'antan. Elle sourit moins, observe un collaborateur de longue date, qui a travaillé avec elle sur plusieurs tournées. C'est comme si, à chaque concert, elle cherchait encore son père dans le public, espérant croiser son regard dans la foule. Cette transformation ne passe pas inaperçue auprès de ceux qui la connaissent ou l'admirent. Les critiques musicaux, tout en louant la profondeur nouvelle de ses interprétations, notent que ses concerts sont devenus des expériences presque cathartiques, où Vicky semble exorciser son chagrin à travers chaque parole, chaque note. Ses chansons, qu'il s'agisse de ballades mélancoliques ou de morceaux plus enjoués, prennent une dimension universelle, parlant à tous ceux qui ont connu la perte d'un être cher. Elle choisit souvent des lieux où elle peut sentir la proximité de son public, comme si leur présence pouvait, d'une certaine manière, compenser l'absence de Léo. Les galas caritatifs, en particulier, deviennent un refuge pour elle, une manière de redonner du sens à sa musique en soutenant des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'éducation ou la recherche médicale. Pourtant, même dans ces moments de générosité, une ombre persiste, le vide laissé par son père, ce guide qui, pour le meilleur ou pour le pire, a été le socle sur lequel elle a construit sa vie. Vicky, dans cette période de deuil, devient le symbole d'une résilience silencieuse,
d'une femme qui continue d'avancer malgré une douleur qui ne s'efface jamais complètement. Elle ne cherche pas à masquer sa tristesse, mais l'intègre dans son art, faisant de chaque performance un hommage à Léo, à leur histoire commune, et à la musique qui les a unis. Sa voix, bien que marquée par les années et le chagrin, reste un instrument d'une beauté saisissante, capable de transmettre une gamme d'émotions qui touche profondément ceux qui l'écoutent. À travers ses chansons, Vicky raconte non seulement son propre parcours, mais aussi celui de toutes celles et ceux qui ont dû apprendre à vivre avec un vide irréparable, cherchant dans l'art, dans la mémoire et dans l'amour du public, une manière de continuer à avancer. Au tournant des années 2010, Vicky Leandro, dont la voix avait autrefois envoûté des millions de fans à travers l'Europe et au-delà, commence à ressentir une dissonance croissante avec le monde qui l'entoure. Ce monde, qu'elle avait conquis avec des chansons intemporelles comme Après toi, semble s'éloigner inexorablement, porté par une vague de transformations culturelles et technologiques qui redéfinissent les contours de la célébrité et de la musique. La pop européenne, jadis dominée par des artistes comme elle, dont les ballades émouvantes et les performances sincères captivaient les cœurs, cède désormais la place à un paysage musical bouleversé par l'émergence des émissions de télé-réalité et des plateformes numériques comme YouTube et Spotify. Ces nouveaux espaces, où la viralité prime sur la profondeur et où les stars éphémères issues de concours télévisés éclipsent les légendes établies, laissent peu de place à l'héritage d'une artiste comme Vicky, dont la carrière s'est construite sur des décennies de travail acharné et d'authenticité. Après toi, la chanson qui lui avait valu la victoire à l'Eurovision en 1972 et qui reste un classique intemporel, continue de résonner dans les mémoires de ses fans fidèles, mais les nouvelles générations, immergées dans un flux incessant de contenu numérique, méconnaissent largement son nom et son apport à la musique européenne. L'Eurovision, ce concours qui avait jadis été le théâtre de son triomphe, s'est métamorphosé en un spectacle flamboyant, presque théâtral, où les effets visuels spectaculaires et les productions surpolies dominent les performances vocales pures et les chansons à forte charge émotionnelle qui caractérisaient l'époque de Vicky. Les ballades simples mais poignantes, comme celles qu'elle interprétait avec une intensité rare, semblent appartenir à une autre ère, remplacées par des numéros où la mise en scène l'emporte souvent sur la substance musicale. Le monde va trop vite, confiera-t-elle dans une rare interview accordée à un magazine allemand en 2014, sa voix teintée d'une mélancolie qui trahit à la fois sa nostalgie et sa lucidité face à cette évolution. Ces mots, simples mais lourds de sens, reflètent le sentiment d'une artiste qui, après avoir brillé sous les feux des projecteurs pendant des décennies, se sent de plus en plus étrangère dans un univers culturel qui privilégie la nouveauté éphémère au détriment de la pérennité de l'art. Face à ce constat, Vicky prend une décision radicale. À partir de 2015, elle entame un retrait progressif de la vie publique, déclinant poliment mais fermement les invitations à participer à des émissions nostalgiques ou à des événements médiatiques qui cherchent à capitaliser sur son passé glorieux. Ce choix de se retirer ne signifie pas pour autant qu'elle disparaît complètement. À Hambourg, la ville où elle s'est établie loin des paillettes et des fastes de sa jeunesse, Vicky mène une existence volontairement modeste, presque ascétique, qui contraste avec l'éclat de ses années de gloire. Dans un petit appartement décoré avec simplicité, entouré de souvenirs soigneusement rangés, des affiches de ses anciennes tournées, des photos en noir et blanc de ses concerts à l'Olympia, des disques d'or ternis par le liat par le temps, Vicky trouve refuge dans une vie introspective et créative. Elle passe ses journées à écrire, non pas pour le public, mais pour elle-même. Ses mémoires, qu'elle rédige avec une plume délicate et poétique, restent un projet intime, un dialogue avec son propre passé qu'elle ne partage pas avec le monde. Elle compose également des poèmes, des textes empreints de réflexion sur le temps, la solitude et la beauté des choses simples, qu'elle conserve jalousement dans des carnets, comme un trésor personnel. Ses écrits, bien que destinés à rester privés, sont une extension de l'âme d'artiste qui l'a toujours définie, une manière de donner forme à ses pensées les plus profondes sans chercher l'approbation d'un public. Dans le même temps, les chansons de Vicky, en particulier celles des années 80 et 90, connaissent une renaissance inattendue grâce à la ferveur de fans dévoués qui redécouvrent ses albums sur des plateformes de streaming. Des titres comme Theo, Wir fahren nach Lodz ou Ich lieb das Leben prennent un sens nouveau à la lumière des luttes personnelles qu'elle a traversées, la perte de son père, les sacrifices de sa carrière, les défis d'une vie sous les projecteurs. Elle chante maintenant pour se souvenir, pas pour plaire, écrira un critique musical dans une analyse publiée en 2017, soulignant la profondeur émotionnelle qui imprègne ses enregistrements plus récents, même ceux issus de périodes antérieures. Ces chansons, souvent perçues à l'époque comme des hymnes pop accrocheurs, révèlent désormais une vulnérabilité et une authenticité qui résonnent auprès d'un public plus jeune, sensible à la sincérité de son article. Pourtant, Vicky elle-même reste détachée de cette redécouverte, préférant la quiétude de son existence à Hambourg à l'agitation d'une gloire renouvelée. Ses rares apparitions publiques dans les années 2010 se limitent à des événements soigneusement choisis, souvent à Hambourg, où elle lit ses poèmes lors de soirées littéraires intimistes ou soutient des causes caritatives qui lui tiennent à cœur,
comme l'éducation des enfants ou la préservation de l'environnement. Lors de ces occasions, elle parle peu d'elle-même, préférant orienter la conversation vers les causes qu'elle défend ou les idées qu'elle explore dans ses écrits. Elle évite les questions trop personnelles, répondant avec une élégance discrète qui témoigne de son désir de préserver son intimité. Lorsqu'un journaliste lui demande, lors d'un gala de charité en 2018, si elle envisage d'enregistrer un nouvel album, sa réponse est à la fois énigmatique et révélatrice. Peut-être, mais ce serait pour moi, pas pour les autres. Cette phrase, prononcée avec un sourire doux mais ferme, encapsulait son état d'esprit. La musique, qui fut autrefois un moyen de conquérir le monde, est devenue une affaire personnelle, un dialogue intérieur plutôt qu'une performance destinée à séduire un public. Vicky Leandro, dans cette phase de sa vie, incarne une forme de liberté paradoxale, celle de choisir la simplicité, de se détourner des feux de la rampe pour embrasser une existence plus authentique. Sans fêtes extravagantes, sans tournées d'adieu tapageuses, elle préfère la compagnie de ses souvenirs et la quiétude d'une vie loin des attentes du monde. Ses poèmes, ses mémoires, et même les échos de ses anciennes chansons deviennent des reflets de son intériorité, des fragments d'une vie riche en triomphe mais aussi en sacrifices. À Hambourg, elle marche dans les rues tranquilles, visite les marchés locaux, et s'arrête parfois pour contempler l'Elbe, comme si elle cherchait dans le reflet de l'eau une trace de la jeune fille qui, jadis, avait conquis l'Europe avec une seule chanson. Vicky, dans son retrait, ne s'efface pas vraiment. Elle choisit plutôt de redéfinir ce que signifie être une étoile, non pas dans la lumière éblouissante des projecteurs, mais dans l'éclat discret de sa propre vérité. À 76 ans, en 2025, Vicky Leandro n'est plus l'icône éclatante des années 70. Elle est Vasiliki Papatanasiou, une femme qui a tout donné à la musique et à son public, mais qui a payé le prix de la perfection. Sa victoire à l'Eurovision, ses millions de disques, ses tournées mondiales sont un héritage indéniable, mais sa véritable force réside dans sa résilience. Face à la maladie, au chagrin et à la solitude, elle a choisi la dignité plutôt que l'amertume. Ses engagements caritatifs, pour l'enfance et l'environnement, reflètent un désir de redonner sans chercher la gloire. « J'ai chanté pour le monde », dira-t-elle. Maintenant, je veux vivre pour moi. Son histoire pose une question. Peut-on conquérir le monde et se perdre soi-même? Vicky Leandro, avec sa voix qui a uni des cultures, a vécu ce paradoxe. Ses chansons, de Après toi à Vers Lorraine Paradis, restent des témoignages de sa passion et de sa douleur. Dans le calme de Hambourg, elle a trouvé une paix fragile, un silence choisi, non pas comme une reddition, mais comme un acte de grâce. Pour une femme qui a tout donné à la lumière, l'ombre est devenue son refuge, et son héritage, une leçon de résilience silencieuse.